bien dans son job. On parle de l'intelligence émotionnelle, du leadership conscient, de concepts qu'on va développer dans quelques instants avec mon invité, Edmé Denat. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On est ravis de vous accueillir. Fondatrice du cabinet Cinelli. Préparation 2018, création 2019. Alors d'un mot, parce que c'est quand même un peu une tradition dans notre émission, on n'arrive pas là par hasard. Vous étiez au départ juriste fiscaliste et vous avez fait une partie de votre carrière. Bon, juriste fiscaliste, c'est le droit. Il y a peu d'humains. À quel moment vous dites, je suis peut-être pas là au bon endroit et je vais développer Cinelli? Déjà, merci pour votre invitation. C'est un plaisir. Et j'ai envie de vous dire, je suis revenue à l'essentiel parce que quand j'ai commencé le droit, je voulais faire du droit pénal. Et puis, j'ai senti qu'au niveau des émotions, il n'y avait pas de maîtrise personnelle par rapport à mon histoire et que j'avais besoin de travailler sur ça, sur des blessures émotionnelles. Et donc, j'ai choisi la branche du droit qui était la plus éloignée des émotions, c'est-à-dire le droit des affaires et la fiscalité. Et quand j'ai commencé à exercer non loin d'ici, d'où se trouve le plateau, je me suis confrontée à une crise de conscience, une quête de sens, où je me suis demandé pourquoi je faisais ce métier et pourquoi je faisais du conseil fiscal. Et j'ai vu que ça n'avait pas, en tout cas, d'intérêt pour moi, ça ne résonnait pas à ce moment-là. Et du coup, j'ai commencé une carrière en entreprise, dans le retail et dans le luxe, où j'ai accompagné des équipes pendant plus de 7 ans. Et là, vous êtes dans l'humain, là. On est dans l'humain, là. Oui. On est dans la transmission. Oui, mais en entreprise aussi, j'étais dans l'humain. J'accompagnais des managers, j'étais manager de managers. Et j'accompagnais l'humain, mais j'étais toujours sous les politiques d'entreprise. Et il y a un moment, au bout de 7 ans, je me suis retrouvée en dissonance cognitive et j'ai voulu continuer à accompagner l'humain, mais pas en respectant une politique d'entreprise qui n'était pas forcément en accord avec mes valeurs. Les process, les règles, enfin tout tombe d'en haut. Coach, praticienne en hypnose, Oui. Et vous développez, alors, et c'est ça que j'aimerais qu'on développe ensemble, vous développez finalement une prise en charge, un accompagnement holistique. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle holistique dans sa globalité? Oui, ça veut dire qu'on prend en compte différentes dimensions de l'individu. Donc la partie vraiment intellectuelle, les talents, le savoir-faire, mais aussi la partie qui est plus émotionnelle, intuitive, corporelle. Et ça prend en compte aussi l'histoire personnelle de la personne, même si on l'accompagne au niveau professionnel. Développer son intelligence émotionnelle, quelle définition vous y mettez? Parce que l'idée, c'est ce que vous dites, je crois, hein, c'est pas de canaliser son émotion, c'est aussi d'accepter les émotions qui arrivent et de savoir, j'allais dire, vivre avec, les gérer. C'est ça, mais on ne les canalise pas, on ne les repousse pas. Quel mot vous mettez-vous? Exactement, je dirais vivre en harmonie avec ses émotions. Et pour l'entreprise et le management, c'est un puissant levier de performance parce qu'aujourd'hui, il y a un mal-être en entreprise qui est vraiment, on va dire, croissant, qui existait déjà avant la pandémie et qui maintenant a été accentué. Et il y a un désengagement des employés en entreprise et aussi une fatigue chronique qui s'est créée. Les chiffres Gallup, donc vieil institut de sondage, étude mondiale, plus de 20% des employés sont en burn-out chronique. Oui. Ça, c'est terrible. 20% sont à la porte du burn-out, Oui. dit cette étude. 15% seulement se sentent engagés. Et là, le chiffre le plus incroyable, alors, quelque part, il est très parlant, 85% des employés ne se sentent pas concernés par la performance de l'entreprise. Ils le disent clairement, ils viennent pour le salaire. Vous avez du travail. Exactement. Et c'est là où on voit que la question du leadership a toute son importance. Et que les codes de l'ancien leadership, le leadership traditionnel, que ça ne fonctionne plus, qui est complètement obsolète. Et c'est pour ça qu'on parle de leadership conscient, c'est comment on va revisiter la notion de performance et le management. Le mot performance, à travers vos compétences, vos valeurs, ça veut dire quoi? Parce que performance, au XXe siècle, c'était conquérir, gagner, tuer l'autre. Est-ce que c'est comme ça que vous lui donnez la même définition à ce mot? Non, pas vraiment. C'est se fixer des objectifs, les atteindre, mais en respectant l'écologie. Donc l'écologie, c'est quoi? C'est l'écologie de l'organisation, c'est de toutes les parties prenantes, et c'est ça le leadership conscient. C'est que je vais prendre en compte les besoins de chaque acteur, des employés, des clients, de l'organisation, des prestataires, et développer des relations gagnant-gagnant pour tout le monde, en faisant du chiffre. Et en continuant à créer de la valeur. Exactement. Vous y fixez 4 piliers. Oui. C'est quoi ces 4 piliers qui vont faire qu'on va pouvoir justement travailler sur le global? C'est quoi ces piliers? Alors, les 4 piliers, le premier, c'est la transformation. C'est prendre conscience de ses talents, mais aussi de ses peurs, de ce qui va nous limiter. Donc en tant que dirigeant, mais aussi au niveau de l'entreprise. Il y a aussi le service, c'est comment on se met quand on est leader au service
de son équipe, de ses clients, de l'organisation. Il y a la maîtrise personnelle, c'est comment j'autogère, quelle est l'autorégulation que j'ai de mes émotions, comment je rentre en contact avec les autres, et est-ce que j'agis en réaction ou est-ce que je suis maître de mes émotions ? Comment je les utilise pour vivre en harmonie avec ça ? On revient à l'émotion, qui est un enjeu fort, en fait. Oui, qui est un la enjeu gestion fort. de ses émotions. Oui, parce que le leadership traditionnel, en fait, faisait taire les émotions. On le voyait comme une faiblesse. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est le masque. Oui, c'est ça, le bal des masques. Ouais, le bal des masques. Là, vous dites finalement, à travers votre méthodologie, c'est on pose les masques et on se révèle. Exactement. On se montre à découvert, mais c'est pas comme une faiblesse, c'est pour se connecter à l'autre. Et le fait de se connecter à l'autre avec authenticité, finalement, ça crée de la performance parce que les gens sont engagés, ils viennent travailler dans des bonnes conditions et ça crée de la productivité, de la performance. Alors là, qui vient contredire évidemment le sondage Gallup, vous évoquez dans ces piliers le service, mais aussi la vision. Oui, la vision. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il soit aussi capable d'aller loin, de ne pas jouer sur le court terme en permanence. D'aller loin, mais aussi d'engager par sa vision. C'est quel projet je vais proposer à l'organisation, à mes employés, qui vont faire que je vais proposer des valeurs, je vais proposer une histoire, je vais proposer une direction à suivre, qui va toucher le cœur des gens et les engager, non pas par contrainte, comme le faisait le leadership traditionnel, mais par amour. Donc ça ne part pas de la même énergie. On ne part pas de la peur, de la contrainte, de la coercition, mais plutôt de l'envie, la passion, l'amour. Et Medena, comment vous vous y prenez ? Parce que là, on a, j'irais, vu une vue un peu théorique, mais vous avez des prospects, ensuite vous avez des clients, vous avez vous-même une entreprise. Tout ça est adapté en fonction du diagnostic que vous faites. Vous suivez la personne individuellement. Enfin, comment ça se passe ? Ça commence d'abord individuellement avec le dirigeant, où on va travailler son histoire personnelle, sa maîtrise personnelle, sa capacité à gérer ses émotions, à communiquer aussi avec influence, à impacter son équipe. Et puis ensuite, un audit en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de la société, quels sont les mots, les peurs, les limites. Donc ça, généralement, ça dure entre 6 et 12 mois. Et après, on rentre dans la transformation. Qu'est-ce qu'on propose pour abandonner les anciennes pratiques et mettre en place de nouvelles choses ? Et après cette période-là, entre 1 an et 2 ans, on commence à mettre en place une situation qui est plus pérenne et avoir un retour sur ce qui a été mis en place. Vous nous dites quand même, là c'est très intéressant, parce qu'on voit aussi qu'il n'y a pas de coup de baguette magique. Ah non. C'est-à-dire que vous nous évoquez quand même un travail lent, parce qu'une transformation ne se fait pas. Vous ne pouvez pas vendre à l'entreprise l'idée qu'en 6 mois, elle se transforme. C'est pas possible. Non. Donc, en général, dans les 6 à 12 mois, on va travailler sur l'audit, l'intelligence émotionnelle du dirigeant et de ses équipes, la communication, recréer de la confiance avec l'équipe à l'intérieur de l'organisation et créer un cadre en fait de confiance, de sécurité, qui permet après de travailler et d'aller sur le changement. Parce qu'avant de changer, il faut accepter la situation telle qu'elle est et se rendre compte de ce qu'on est. Il faut la regarder en face. Exactement. Et une fois qu'on l'a bien regardée en face, on se dit, oui, effectivement. Ça veut dire quand même que le dirigeant qui vous accueille la première fois, parce qu'il y a bien une première fois, un moment où il y a un premier échange, le dirigeant a quand même conscience de dysfonctionnement, de difficultés. Il vous fait venir pourquoi ? Parce qu'il perd de la valeur, parce qu'il sent qu'il y a du turnover. C'est quoi les symptômes qui lui donnent envie de vous appeler ? Alors, la plupart du temps, c'est des prises de conscience personnelles, c'est-à-dire que le dirigeant commence à avoir une quête de sens, il a un développement personnel, spirituel, il va commencer à se poser des questions sur ses émotions, mais il n'arrive pas forcément à le retranscrire dans son organisation, puisque le collectif et l'individuel, c'est assez différent. Donc, il y a ce passage de comment je fais pour insuffler quelque chose de nouveau dans mon organisation, avec une pérennité financière. Et ça, c'est pas évident, parce qu'il y a aussi une responsabilité du dirigeant qui est de continuer son activité, et de sauvegarder les emplois. Oui, c'est tout l'enjeu. Il n'arrête pas l'entreprise, il ne la met pas sur pause. Non. Elle continue toujours à développer, à faire de la politique en interne, à créer des tensions, des conflits. Et au même moment, il faut qu'il commence à muter. Donc c'est un travail qui n'est pas simple, en fait, pour lui. Exactement. Donc il y a cette prise de conscience individuelle et en même temps, comme vous l'avez dit, il y a des symptômes d'une entreprise, d'une santé sociale qui va mal, qui sont le turnover, l'incapacité à réduire les talents, la maladie qui augmente, ce genre de choses, les accidents de travail. Et lui, peut-être le décideur ou le dirigeant qui se dit
je prends plus les choses du bon côté, je m'épuise. Généralement, il a essayé des choses, hein. Il a essayé des choses, mais il voit que ça ne fonctionne pas parce que, effectivement, ça part du dirigeant, mais après, il y a plein de strates de management. Et pour ça, il faut aussi un accompagnement collectif. Donc, quand j'accompagne une entreprise, je ne suis pas toute seule. Moi, je vais faire de l'accompagnement individuel avec le dirigeant, mais j'ai une équipe de consultants qui va venir pour chaque strate du management, en fonction de la taille de l'entreprise. Et ensuite, vous reconsolidez, je dirais, dans des réunions internes entre vous pour voir comment les plaques tectoniques de l'entreprise bougent. Donc là, vous êtes déjà engagé, j'imagine, sur des processus d'accompagnement. Oui. Donc ça veut dire du temps plein pour vous en permanence dans la boîte ? Ou un petit peu ? Non, ça ne veut pas dire du temps plein. Ça veut dire vraiment des réunions tous les 15 jours avec le dirigeant pour voir ce qui a été mis en place. Quel travail, quel travail. Merci Edmé Déna, c'était un plaisir de vous entendre. Fondatrice du cabinet Signali, vous l'aurez compris, c'est un travail en profondeur qui est opéré. Et en fait, vous ne voyez le résultat que dès lors que vous avez eu le premier rendez-vous, 3 ans après ? Non, au bout de la première année, déjà, on sent. On le sent parce qu'on travaille sur l'intelligence émotionnelle et sur la communication dans l'entreprise. Vous voyez dans l'attitude. Dans l'entreprise. Ouais. Donc déjà, il y a une amélioration des relations sociales. Et ça, on le ressent tout de suite. Les fameuses relations sociales. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Un vrai plaisir. On passe à notre rubrique suivante. Les entreprises s'engagent avec notre partenaire. Un jeune, une solution. Et on accueille la RH du groupe Pénélope.